Pour moi, il y a une première solution, c'est le crédit hypothécaire. Cela paraît très compliqué, c'est en réalité très simple. Eh bien, ça permet à 70% des Britanniques et des Américains d'être propriétaires de leur logement, contre 56% en France. Un jour, Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde en 2008, demanda aux 19 employés qui travaillaient dans ses bureaux combien d'impôts ils payaient. Toute proportion gardée, personne, ni même le réceptionniste, payait moins que lui. Depuis plus d'une décennie, les crises financières de grande ampleur se succèdent à un rythme soutenu, une en moyenne tous les 3 ans. Elles laissent derrière elles des économies dévastées, créent des inégalités, des problèmes sociaux insolubles et contribuent à précipiter dans la misère des millions d'innocents. Les conseils d'administration de grandes banques et leurs décideurs continuent cependant leur activité dans l'impunité. Tout le monde savait qu'ils étaient de mauvais coucheurs, mais peu d'entre nous connaissent la vérité sur l'ampleur de leur pouvoir. La crise que nous traversons a montré sans ambiguïté que les effets du lobbying financier sur nos gouvernements et sur leurs institutions de contrôle sont bien plus étendus et pernicieux qu'il ne semblait. Parler de crise endémique serait même beaucoup plus approprié. Mais puisque les médias, les spécialistes et les propres intéressés semblent réticents à ouvrir cette boîte de Pandore, il ne reste guère que l'homme le plus riche du monde pour en faire sauter le fermoir. Le paradoxe est de taille, mais le cynisme semble être la profession de foi de M. Warren Buffett. Pour preuve, cette anecdote qui fait aussi bien les délices de ses fans que de ses traducteurs. Un jour, il demanda aux 19 employés qui travaillaient dans ses bureaux combien d'impôts ils payaient. Toute proportion gardée, personne, ni même le réceptionniste, payait moins que lui. Mes employés payent 33% de leurs revenus et moi, sans conseiller, sans planification, sans paradis fiscal, me limitant simplement à ce que dit le Congrès américain, je paye 17%. Pendant la période de Bush, les riches ont payé de moins en moins d'impôts alors que la classe moyenne en payait de plus en plus. L'homme a la réputation de ne pas mâcher ses mots, mais quand on possède une fortune personnelle supérieure au PIB du Maroc, soit 60 milliards de dollars, on peut dire tout haut ce que pas mal de monde pense tout bas. Et il ne se gêne pas pour le faire quand il s'agit des banques et des hommes d'affaires qui siègent dans leur conseil d'administration. Pour lui, l'industrie financière est la seule responsable de la crise qui a déstabilisé le monde. Tout comme le FMI et l'opinion publique internationale, il réclame la mise en place d'une régulation des marchés financiers. Depuis août 2007, les marchés anglo-saxons se sont montrés plutôt avares en explications sur les causes réelles de la crise sans précédent qui a secoué les banques et la finance internationale. Les grands groupes médiatiques et le secteur des affaires les plus enclins à l'autocritique ont évoqué les subprimes américaines comme les grandes responsables de la débâcle. Les spécialistes n'ont guère été plus perspicaces. Pour la majorité d'entre eux, il s'est agi d'un réajustement, d'une autorégulation des marchés qui, on le sait, ont l'art de compenser sans l'aide de l'État les déséquilibres économiques qu'ils ont eux-mêmes provoqués ou contribuent à amorcer. En somme, rien de bien inquiétant. Dès le mois de septembre 2007, les ténors de la City londonienne et de Wall Street s'étaient montrés très critiques envers les gouvernements qui avaient réagi tardivement à la crise. À Londres, les lobbies financiers et leurs puissants médias s'affairaient déjà à trouver des coupables en évitant soigneusement toute autocritique. Le tout fraîchement promu M. Brown, son ministre des Finances, M. Alistair Darling, le gouverneur de la Banque centrale anglaise, M. Mervyn King, et derrière eux l'ensemble des institutions officielles de contrôle des marchés financiers, furent violemment attaqués et accusés d'incompétence, voire d'irresponsabilité. Et le plus prodigieux dans l'affaire fut que les gouvernements et les institutions mises en cause ne nièrent que du bout des lèvres leur responsabilité dans le désastre. L'affaire était donc réglée, les coupables pressentis avaient avoué, et quant à l'industrie financière, il ne restait plus qu'à se dédouaner complètement des causes du problème et de tenir bon sous le déluge qui s'annonçait. Les signes avant-coureurs de cet Armageddon financier s'incarnèrent dans les files d'attente qui s'allongeaient devant les succursales de la banque Northern Rock partout sur le territoire britannique. Les scènes de violence et de désespoir des épargnants ruinés rappelaient l'Amérique de l'après-jeudi noir de 1929. En ce mois de septembre 2007, la 5e banque anglaise n'avait plus de cash et la Banque centrale n'avait pas l'intention de renflouer ses caisses. Nous avons tenu à prendre un engagement solennel des chefs d'État et de gouvernement de soutenir les établissements bancaires et financiers face à la crise. Chaque gouvernement agira selon une méthode et avec des moyens qui lui sont propres, mais de manière coordonnée avec les autres États européens.
Évitant soigneusement de s'interroger sur la légitimité de l'opacité qui entourait les places financières, les molosses des lobbies bancaires, le Financial Times et le Times aux avant-postes, s'en prirent à M. Mervyn King qui, de par son refus d'intervenir dans les affaires d'une banque privée, victime de retours d'investissement malheureux, fut rapidement accusé d'avoir provoqué une crise nationale de grande ampleur. La confiance ébranlée des épargnants britanniques et les nouvelles préoccupantes qui arrivaient chaque semaine des États-Unis contribuèrent à précipiter la décision de la Banque centrale anglaise. Le 19 septembre 2007, M. Alistair Darling s'engageait à garantir tous les dépôts de l'établissement en quasi-faillite. La confiance rétablie ou presque, tout aurait pu en rester là. Il n'en fut rien. Encouragés par la générosité illimitée du contribuable, les milieux financiers, relayés par la presse et le Parti conservateur, s'opposèrent à la privatisation de la banque fraîchement renflouée par les deniers publics. Il n'était pas question de nationaliser la Northern Rock. Le gouvernement anglais, accusé par les uns de bolchevisme, pressé de tous côtés par les petits épargnants, accusé par tous d'incompétence, envisageait cependant de déclarer officiellement la nationalisation qui, dans les faits, avait été consommée un mois auparavant. Mais que voulaient donc ceux qui s'y opposaient ? Ils désiraient simplement qu'un investisseur privé rachète la banque en faillite. Mais à l'époque, le secteur du crédit menaçait de s'effondrer et l'ensemble des banques, au comble de la panique, refusaient de se prêter un centime. Aucune institution financière n'eût voulu faire une offre. La situation était bel et bien bloquée. Le gouvernement semblait paralysé. Les épargnants et les contribuables anglais regardaient avec la plus grande perplexité une poignée de lobbies décider du sort de l'ensemble de l'économie. Le 13 octobre 2007, le groupe Virgin, contrôlé par le très controversé M. Richard Branson, fut le premier à faire une offre de rachat. Le consortium promettait d'injecter tout le liquide nécessaire au renflouement de la Northern Rock, qui du coup serait rebaptisée Virgin Money. Les secteurs les plus conservateurs de la old money anglaise voyaient tout de même d'un très mauvais œil qu'un farfelu à l'humeur imprévisible et sans aucune expérience du banking se retrouve à la tête d'une des institutions hypothécaires les plus puissantes du Royaume-Uni. Après plusieurs semaines de négociations, l'offre du milliardaire au grand cœur s'avéra irréalisable. L'État continua donc le renflouement de la banque sous les huées du parti conservateur et des milieux financiers de tout poil pour qui le ministre des Finances était un dead man walking. La fin de l'année 2007 apporta son lot de surprises dans l'ensemble des pays développés. Les catastrophes se succédaient, des géants du banking annonçaient des pertes records, la panique s'était emparée des places boursières, les banques centrales américaines et européennes injectaient des quantités gigantesques de liquide dans le système constamment au bord de la faillite. Le mot récession était sur toutes les lèvres. Aucun responsable n'avait été trouvé hormis quelques boucs émissaires, généralement des décideurs de seconde zone, voire de simples employés à qui l'on reprochait des fraudes massives. Le 18 février 2008, après des mois de négociations avec les plus improbables investisseurs, M. Alistair Darling annonçait la nationalisation de la Northern Rock. We're living through the first truly global financial crisis that started in America, but where we must in Britain now do everything we can to ensure the stability of our economic system and the security of millions of families and households who have been facing higher bills and now face the uncertainty caused by the financial failures in America and elsewhere. Il est important, déclara-t-il, pour les épargnants et les titulaires d'un compte bancaire d'être assurés que leur argent est sain et sauf. Nous aurions pu laisser couler la banque, mais les risques encourus par l'ensemble du système financier, par les petits porteurs et le grand public étaient inacceptables. Les fossoyeurs Brown et Darling lançaient quand même un message optimiste à la City. La nationalisation serait temporaire. La banque retournerait dans le privé dès que la conjoncture le permettrait. À la grande joie des épargnants, on parle d'environ une décennie avant que cela devienne une réalité. Sous la pression des actionnaires, des contribuables et de l'opinion publique à qui l'on mentait tout en leur tendant la note à payer, l'industrie financière a fini par montrer quelques signes de responsabilité en coupant quelques têtes. Les plus célèbres, Chuck Prince, PDG de Citigroup, ou bien Stan O'Neill, Merrill Lynch ou encore Marcel Ospel de UBS furent remerciés et grassement payés entre les mailles du filet. En France, par exemple, M. Daniel Bouton, ex-PDG de la Société Générale, a été mis en examen le 30 juin 2008 par le juge Prévost-Després pour blanchiment. Les risques managers sont en effet les premiers à perdre leur emploi quand les choses dérapent. Mais ceux qui bénissent leurs décisions quand tout va bien, c'est-à-dire les conseils d'administration, se contentent de regretter publiquement les erreurs de fonctionnement des marchés quand tout va mal. Et quand on leur demande sérieusement des comptes, la plupart déclarent qu'ils ont fait leur travail.
Le propre du conseil d'administration, explique un responsable d'un grand groupe financier, est de juger les performances des